Tu me dis la position, appuyée ou debout? Alors, on retraite, je vais juste faire... Aujourd'hui, le ski alpin, c'est, selon les estimations les plus utilisées, 120 000 salariés et entre 10 et 12 milliards d'euros d'économie. Il faut commencer, dans un monde en décrue énergétique, il faut commencer à se mettre dans la tête que ça ne sera pas possible de continuer comme ça. Il est aujourd'hui irrationnel d'imaginer qu'on peut continuer comme ça. Le futur n'est pas uniforme pour tout le monde. Des stations de haute altitude avec des infrastructures, notamment neige de culture, ont une perspective moyen terme encore assez florissante, mais des stations de plus basse altitude se posent la question dès aujourd'hui de que va-t-on être dans 5 ans et dans 10 ans. Le ski, c'est une culture depuis plusieurs générations qui est présente dans nos stations de montagne. Donc pour nous, il y a un avenir pour le ski, sans conteste. Évidemment, le changement climatique bouleverse un petit peu les données. Mais pour autant, on pense qu'il y a un vrai avenir sur les stations au-dessus de 1500. Le 27 décembre, qu'est-ce qui se passait? Il y avait de la pluie à 2007. Il y a le manteau neigeux qui était lessivé, c'était tout vert en vallée. Quand même, là, on prend conscience que notre modèle est de plus en plus, avec de plus en plus de variations extrêmes, en fait. Et ça, tout le monde l'a bien en tête. C'est bien que voilà, on est très fragile, en fait, par rapport à ce sujet-là. Effectivement, là, depuis un mois, tout va bien. Mais justement, c'est un peu ça le jeu, c'est d'arriver à prévoir, de dire, bah oui, en ce moment, on fait des bonnes saisons, mais on voit bien que dans 10, 15, 20 ans, il y aura ces problématiques. Et puis, il y a une problématique notamment, là, qui est présente dans toutes les têtes encore, c'est la problématique de l'eau. Et là, on a vraiment besoin d'un modèle qui sera peut-être dicté par l'État, de comment on arrive à gérer cette ressource en eau. On l'a pas trouvé aujourd'hui. On l'a pas trouvé. Et dans les grandes stations, la manne du ski est telle que les gens se posent pas forcément de questions. Hein. On vit bien, voire très bien pour certains socioprofessionnels, donc ils ne voient pas pourquoi ils changeraient. C'est un travail, c'est une énergie supplémentaire que de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire après. Le premier point sur lequel on peut agir, c'est de travailler collectivement sur des stratégies de développement de long terme, commune par commune, territoire par territoire, en imaginant des choses qui aujourd'hui sont inimaginables, en faisant le deuil de certaines choses, par exemple en imaginant des modèles économiques où il y a peu ou moins, peu ou pas de ski, des modèles économiques où il y a moins, peu ou pas de tourisme. Il y a un élément dont il faut être absolument conscient, c'est que la valeur ajoutée amenée par le ski, elle est sans aucune commune mesure avec toutes les autres qu'on a pu imaginer jusqu'aujourd'hui. Nos schémas de développement se modifient quelque peu. On tourne vers une station qui sera de plus en plus 2, voire 3, 4 saisons, avec une logique de diversification pour pallier, j'ai envie de dire, à la fragilité du modèle qui est tourné sur le tout ski. Effectivement, les données sont en train de changer et nous, maires de station, on gentiment, avec responsabilité et en conscience, on aborde ces virages avec le plus grand sérieux possible. Ça veut dire que quand on réfléchit à la suite, on va réfléchir forcément avec un peu de décroissance économique. Tout l'enjeu pour nous, habitants des vallées et exploitants des vallées, c'est de faire en sorte de garder une économie qui permette aux gens de rester sur le terrain, de rester ici. Il est vraiment... C'est irrationnel aujourd'hui d'imaginer qu'on peut continuer comme ça avec des petits gadgets ou des fables qu'on se raconte sur on va développer l'été pour compenser les pertes de l'hiver, on va diversifier. Non, non, tout ça, ça ne marche pas. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. On a des dogmes d'un côté et de l'autre. La réalité est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que faire de la neige de culture à 1000 mètres d'altitude aujourd'hui,
à part dans des conditions géographiques très particulières, ça commence à plus avoir beaucoup de sens. Parce qu'on sait que dans 10-15 ans, on ne pourra plus la fabriquer. Mais faire la neige de culture au-delà de 1500 mètres, voire 1800 mètres, on sait que dans 30 à 40 ans, les installations seront encore en état de fonctionnement. Donc ce n'est pas une réponse monolithique. C'est à chaque situation, il faut réfléchir à qu'est-ce qui est opportun ou pas. Si vous investissez dans la neige de culture et que dans 10 ans, vous ne pourrez plus faire fonctionner vos installations, ça n'a aucun sens. Il ne faut surtout pas le faire. 1. Commençons par contrôler l'immobilier, qui produit des effets destructeurs sur nos territoires de montagne. 2. Penchons-nous sur la ressource en eau. 3. Réglons les problèmes de mobilité. Aujourd'hui, on a, selon les chiffres, estimations, on a moins de 10% de nos touristes qui viennent en train. On vient en voiture. Il y a des milliers de voitures qui montent tous les jours pour les habitants, les salariés, les saisonniers et les touristes. Des milliers, je dis bien des milliers de bagnoles qui montent tous les jours et qui redescendent dans nos communes de stations de montagne. Ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette mobilité qui, je le rappelle, c'est quand même près de 60% du bilan carbone de nos visiteurs. Donc c'est déjà, encore, on revient à l'État, où on a besoin de son appui justement pour amener tout ce flot de visiteurs à la fois en train et puis après avec des moyens décarbonés. Et puis nous, on a pris une décision quand même assez forte sur les Arcs après le moratoire, c'est d'arrêter la promotion de la destination Les Arcs sur les vols long courriers. C'est-à-dire que pour nous, c'est une aberration énergétique de faire venir des gens de l'autre bout du monde pour venir faire une semaine de ski. Et depuis quelques années, on a travaillé, par exemple, pour mettre en place un transport urbain par câble. Aujourd'hui, entre les niveaux de Courchevel, pas tous, donc on travaille pour la suite, eh bien, les remontées mécaniques, elles sont ouvertes de 7h45 à 23h30 pour éviter d'avoir des circulations entre les niveaux tout le temps. Sur la station des Carreaux, par exemple, on a entamé une politique de diversification déjà il y a 10 ans en arrière, où on a par exemple créé un bike park, une luge 4 saisons, on a des projets de tyroliennes, on s'oriente de plus en plus vers le slow tourisme, parce que la montagne, ce n'est pas que la pratique du ski, ce n'est pas que la pratique du VTT, ce n'est pas que la randonnée en montagne, mais aussi, j'ai envie de dire, un vrai bassin de vie qui est tourné autour de l'artisanat, des savoir-faire locaux. Donc c'est en ces termes qu'il faut réfléchir. On ne mise pas tout sur le tourisme, on vise aussi sur une nouvelle économie avec des gens qui s'installent à l'année pour travailler à l'année. Donc là, vous avez un village d'entreprise qui est en train de, qui sort de terre, avec des entreprises autour. C'est extrêmement divers. Il y a des brasseurs de bière, il y a un traiteur, il y a des pâtissiers. Enfin voilà, il y a des métiers de bouche, pas mal. On a aussi des espaces de coworking qui sont pleins, avec des gens qui travaillent notamment dans le digital, qui viennent s'implanter ici parce qu'ils peuvent travailler à distance. Ma position sur l'immobilier, là je vais peut-être être assez tranché. Je pense que l'État et les collectivités n'ont pas compris quel était l'enjeu et n'ont pas su mettre des freins à l'immobilier privé. Je m'explique. Quand vous avez 45 000 m² à construire, si vous vendez ces mètres carrés à des gens qui font des chalets et qui viennent 15 jours par an, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que vous vendez des mètres carrés qui vont être très peu utilisés, mais qui vont être utilisés quand tout le monde est là. Donc il faut dimensionner l'adduction d'eau, l'énergie, les égouts, les parkings, les services publics pour des logements qui sont utilisés extrêmement peu et qui ne font pas vivre la station. Les gens viennent 15 jours, ils dépensent un petit peu, mais voilà. Alors que si l'État et les collectivités avaient compris, alors c'est facile de le dire après, je ne veux pas ajouter la pierre, mais ça fait quand même quelques années qu'on le sait maintenant, qu'il fallait peut-être arrêter de laisser le privé-privatif s'installer et au contraire faire des constructions qui soient utilisées tout au long de l'hiver. Moins 0,1, moins 0,5 jusqu'à 1% d'habitants perdus chaque année depuis 10 ans pour des communes comme Saint-Lary, comme Morzine ou comme Laclusaz. Le record est en Tignes, plus de 4% de perte d'habitants.
On a 85 à 90% de résidences secondaires sur ces territoires. Résidences secondaires qui sont fermées une très grande partie de l'année. Donc ça signifie pas de vie à l'année, pas de service à l'année. Donc aujourd'hui, le modèle économique est rentré dans une période où il produit des effets pervers de cet ordre-là. Et on le vit tous, on le connaît tous. On ne peut plus se loger à cause des prix du foncier, des prix de l'immobilier, dans les communes de stations de ski. Donc elles se dépeuplent. Même à Bourg-Saint-Maurice, les prix de l'immobilier atteignent des sommets. Ce matin, il y avait encore un article justement sur les prix de l'immobilier à Val d'Isère qui sont beaucoup plus chers qu'à Paris. Donc voilà, nous forcément, ça ruisselle, mais dans le mauvais sens sur nous. Et donc ça, c'est un des gros enjeux, notamment au niveau du quartier des Alpins, où là, on avait complètement réorienté la destination de ce quartier. Au début, ça devait être un quartier à destination touristique, au tout début, donc il y a une dizaine d'années. Et là, on le réoriente complètement sur de l'habitat et de l'économie à l'année. On rentre, je pense, par exemple, sur l'immobilier dans une phase qualitative, alors qu'on a eu 2 ou 3 décennies qui était plutôt une logique de développement immobilier, donc une logique quantitative, où ça consistait à amener des nouveaux lits pour générer du chiffre d'affaires. Ça, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de rupture qui est extrêmement important d'avoir conscience, parce que aujourd'hui, il faut aussi se poser les bonnes questions sur pourquoi les gens nous visitent. Et je pense par exemple qu'en Haute-Savoie, les gens nous visitent parce que nous sommes des villages-stations. Et j'insiste sur l'ordre, nous ne sommes pas des stations-villages, nous sommes d'abord des villages-stations. La caractéristique par exemple des stations de Haute-Savoie, c'est que les gens nous visitent aussi parce que nous sommes des villages authentiques, des villages de chalets, et que nous ne sommes pas aujourd'hui des stations de montagne, j'ose dire, je n'ai pas envie de faire des comparaisons, mais telles qu'on peut par exemple les trouver en Savoie. Et ça, il faut vraiment le préserver. Si j'avais une baguette magique, je transformerais ce domaine skiable en limitant le nombre de remontées, en réfléchissant uniquement confort du client. Mon rêve de mobilité, c'est qu'il y ait des trains hyper réguliers qui arrivent à Bourg-Saint-Maurice et qu'on sorte de la gare de Bourg-Saint-Maurice et qu'on prenne un ascenseur valléen qui nous mène à La Rosière, Tignes, Val d'Isère ou aux Arcs. Il faut qu'on invente ce qui va se passer. Donc on se retrouve presque dans la même situation que les pionniers dans les années 60, qui devaient inventer quelque chose de complètement nouveau. Et ben à nous de le faire.